La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Nous sommes en compagnie de Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, en cette fin de matinée sur Radio Chablais. Aujourd'hui, nous allons parler du financement hypothécaire pour les biens immobiliers d'investissement. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Pourquoi faire cette distinction entre financement hypothécaire pour les biens d'investissement et les biens immobiliers à usage propre ? Parce que les règles d'octroi de financement immobilier sont différentes entre l'achat d'un immeuble de rendement et celui d'un bien immobilier pour votre propre logement principal. Alors, cette différence est d'autant plus marquée depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'autorégulation modifiée de l'Association suisse des banquiers. La FINMA, qui est l'autorité fédérale de surveillance des marchés immobiliers, a d'ailleurs reconnu ces nouvelles règles comme standard minimal. Alors avant de regarder cela en détail, pouvez-vous nous faire une piqûre de rappel ? Quelles sont les conditions d'octroi d'un crédit hypothécaire pour un bien immobilier à usage propre, c'est-à-dire son logement principal ? Donc vous devez constituer au minimum 20% de fonds propres, dont au maximum la moitié peut provenir de votre deuxième pilier. Et le montant de la dette hypothécaire devra redescendre aux 2/3 de la valeur vénale de l'immeuble au plus tard sur une période de 15 ans. En complément des fonds propres, vous devrez encore ajouter les frais d'acquisition qui diffèrent d'un canton à un autre, mais qui sont de l'ordre de 3% sur Valais et 5% sur vous. Et donc ça concerne l'achat d'un logement principal. Si l'on revient au sujet du jour maintenant, quelles sont les différences pour les personnes qui souhaitent acheter un immeuble de rendement et se faire financer par une banque ? Commençons avec les fonds propres. Le preneur de crédit devra dès à présent apporter au moins un quart de la valeur du bien immobilier, alors que le minimum demandé était inférieur auparavant. De plus, le principe de la valeur minimale continue de s'appliquer. Donc concrètement, ça signifie qu'une éventuelle différence entre un prix d'achat plus élevé et une valeur de nantissement plus basse doit être entièrement financée par les fonds propres. Alors, je vous donne un exemple. Si vous souhaitez acheter un bien de rendement à 1 million, vous devrez donc mettre 25% de fonds propres dorénavant, soit 250 000 francs. S'il s'avère que le bien immobilier que vous convoitez est surévalué et qu'il ne vaut en réalité que 900 000, alors c'est la valeur la plus basse qui sera retenue. Vous devrez donc mettre 25% de 900 000 ainsi que la différence de 100 000, soit 325 000 francs au lieu des 250 000. Vous dites que le minimum de fonds propres à mettre est de 25%, c'est donc un minimum. Qu'en est-il dans la pratique ? Est-ce que cela signifie que certaines banques demandent encore plus que 25% de fonds propres pour les personnes qui souhaitent acheter de l'immobilier de rendement ? Effectivement, c'est une question pertinente. Comme vous l'avez dit, 25%, c'est le minimum recommandé. Mais dans la pratique, les établissements de financement exigent parfois 30%, voire même 35% de fonds propres. Ça va vraiment dépendre de la politique de la banque. Pascal Rable, quels sont les autres changements de cette autorégulation modifiée pour les biens immobiliers d'investissement ? Alors, le deuxième changement significatif concerne la dette hypothécaire. Elle doit désormais être amortie d'un tiers de la valeur de nantissement au plus tard dans les 10 ans, alors que l'ancien délai était de 15 ans. Vous l'avez dit, ces nouvelles règles concernent uniquement le financement des immeubles de rendement. Dans le cadre d'un appartement ou d'une maison qu'on achète dans le but de mettre à la location, est-ce que ça rentre aussi dans ce cas de figure ? Bon, ça ne rentre pas explicitement dans cette nouvelle autorégulation remaniée. Cela dit, la FINMA est d'avis que le segment doit lui aussi être traité de la même manière en raison de ses risques potentiels. Et elle recommande donc aux banques d'appliquer de manière volontaire ces nouvelles exigences en termes de fonds propres et d'amortissement. À ma connaissance, toutes les banques suivent aussi ces directives, même pour des appartements en PPE ou des maisons individuelles. Parce que quel est le but de ces nouvelles règles ? Alors, le but principal, c'est de limiter la surchauffe dans le domaine de l'investissement immobilier. Cela dit, pour beaucoup de professionnels du milieu, l'application de ces nouvelles règles n'aurait qu'un effet assez limité, parce que dans la pratique, environ les 3/4 des investissements immobiliers sont faits par des gros investisseurs, comme les caisses de pension, les institutionnels ou les sociétés immobilières. Et le problème, c'est que celles-ci n'ont pas forcément besoin d'emprunts hypothécaires pour acheter, ou si c'est le cas, les fonds propres qu'ils mettraient étaient déjà à hauteur de 35%, voire même plus. Donc
concrètement, ça n'a pas vraiment d'effet sur les gros acteurs de l'immobilier et c'est malheureusement les petits investisseurs qui payent la note. Ceux qui voulaient acheter, par exemple, un bien immobilier comme placement financier et qui ne peuvent plus à cause de ces nouvelles exigences. Vous l'avez dit, ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier. Qu'en est-il si quelqu'un a acheté un bien immobilier juste avant cette date ? Alors normalement, ça n'a pas d'effet. Les conditions restent les mêmes que celles que vous aviez définies. Les fonds propres exigés sont donc plus importants lorsqu'il s'agit d'un immeuble de rendement. Est-il possible de les constituer avec son deuxième pilier, par exemple ? Non, alors l'utilisation du deuxième pilier est possible uniquement pour l'acquisition de votre logement principal, mais en aucun cas pour un achat immobilier d'un bien de rendement. Après ça, c'était déjà en vigueur auparavant, même avant l'application de cette nouvelle réglementation. La tenue des charges théoriques est aussi importante lorsque l'on souhaite obtenir un crédit hypothécaire. Qu'en est-il avec cette nouvelle réglementation ? Est-ce que ça a changé ? Non, l'autorégulation modifiée n'a pas changé les règles de la tenue des charges théoriques. En gros, il faudrait toujours que l'immeuble soit autoporteur et si c'est pas le cas, que le client puisse assumer financièrement cette différence. Merci beaucoup Pascal Rable pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle fin de matinée, belle semaine. Merci, bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch